Ils sont partout, ils saturent l'espace public, on les retrouve sous la forme de produits alimentaires dans nos garde-manger, même au fond de nos assiettes, en vêtements dans nos garde-robes, dans nos placards, ou encore sous la forme de carburant dans nos stations de service et même sous la forme de machines. Vous l'aurez compris, on parle des produits importés au Cameroun. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont le vent en poupe. Tenez par exemple un chiffre, 4 941 milliards de francs CFA, voilà la somme importée, la somme des produits importés en 2023. Une somme en nette hausse, notamment de 1,7% sur la quantité d'importations réalisées l'année précédente. Et dans le chemin inverse, les exportations, elles, ont considérablement baissé. Par effet induit, vous l'aurez compris, la balance déficitaire du Cameroun s'est accrue et la balance commerciale, naturellement, elle, est en déséquilibre. Alors, dans un contexte de pénurie, dans un contexte de, on va dire, d'inflation sans cesse plus galopante, le Cameroun peut-il réellement réduire sa dépendance aux importations? C'est mardi, économie sur Toto Clair. Mesdames, bonsoir. Messieurs, bienvenue. L'addiction aux importations est un fait, ou alors tend à l'être au Cameroun. On importe plus, on consomme plus ce qui vient d'ailleurs que ce qui vient d'ici, et pourtant les producteurs mènent des plaidoyers au quotidien pour une reconnaissance de la qualité de leurs produits, laquelle qualité d'ailleurs est adoubée même à l'extérieur, mais peine encore à être prophète chez elle-même. Aujourd'hui, on parle justement de ce problème, comment réduire les importations, comment le Cameroun peut-il arriver à l'indépendance ou à l'autonomie, à l'autosuffisance alimentaire, à l'autosuffisance en termes de ces produits qui jusqu'ici encore peinent à avoir pignon sur rue chez nous parce qu'ils sont instampillés du 237. Pour en parler, ces compétences plurielles, ces intelligences affinées, ces voix qui comptent et ces noms qui portent ont décidé de répondre à notre invitation pour un échange exclusif, un échange fait d'éducation, d'instruction, permettant à tous ceux qui auront la chance de regarder ce programme d'être mieux édifiés sur cette question. Et j'ai le plaisir de retrouver quelqu'un qui est passé maître dans l'art d'expliquer dans un processus abécédaire ces choses qu'on ne voit qu'ailleurs, hein, dans les amphithéâtres et autres universités. Il est formateur, enseignant, expert QHSE et chef d'entreprise. Pas à ses heures perdues, peut-être à temps un peu plus partiel et un peu plus plat maintenant. C'est un plaisir de vous retrouver. Bonsoir, bienvenue, France Kaz Tafungan. Bonsoir M. Rim, bonsoir à tous mes propanélistes, bonsoir aux millions de téléspectateurs qui nous regardent de partout. Merci de nous avoir fait le plaisir de nous inviter ce soir. Alors, la réalisation a tué le suspense. Vous êtes 4, les téléspectateurs le savent déjà, donc je vais rester sur ce côté de la table pour représenter celui qui parle au nom du peuple uni pour la rénovation sociale, le PURS du candidat Matomba, très porté sur les questions de souveraineté, notamment dans ce domaine-là. Il est journaliste de formation, c'est un inné dans le métier. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pierre Claver, Kodo. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir M. Rim, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir à vos milliers de téléspectateurs dans le monde de-delà. Effectivement, c'est toujours avec le même plaisir que je me retrouve dans le cadre de votre programme. En effet, j'ai une place dans ce plateau comme chargé du pôle politique du parti Peuple Uni pour la rénovation sociale, dans le candidat n'est autre que Serge Espoir Matomba. Alors l'apôtre Pierre portera la bonne parole et l'espoir du PURS ce soir sur ce plateau. De l'autre côté de la table, nous avons tout aussi des experts, chacun calé dans son domaine respectif. Je commence par Monsieur Jacques Déby. Lui aussi a le nom d'un apôtre et je pense qu'il prêche la bonne parole. Cette fois-ci en termes de normes et de qualité, chef d'entreprise à la tête de l'entreprise AB Certification Afrique subsaharienne. C'est un honneur de vous recevoir et même un privilège. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci, bonsoir Rim, merci de me recevoir à nouveau sur ce plateau pour parler des choses qui sont très importantes, notamment comment faire pour qu'on s'en sorte par rapport à ces problèmes d'économie au travers des certifications. Au travers de la certification, c'est un point sur lequel on va s'appesantir de long en large, de bout en bout, dans ce programme. Ce triumvirat, le carré d'as est complété par un as du journalisme, justement, même s'il décide de se départir de cette casquette pour porter une autre, celle de communicant politique. Il porte la voix de l'Union des mouvements socialistes, l'UMS, de Pierre
Kouemo. C'est mon cher C.H. Gauthier. Je ne me suis pas trompé cette fois-ci sur les prénoms composés. C.H. Gauthier Onanina, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Monsieur Rim, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Merci pour la fleur que vous faites à l'UMS de Pierre Kouemo de participer à ce café intellectuel. Je ne dirais pas politique parce qu'il n'y a pas que les politiques sur le plateau, mais un café intellectuel qui porte sur une question cruciale et stratégique de la santé de notre économie et de l'avenir du Cameroun. D'accord, merci beaucoup. Et je commence par vous justement. 4 941 milliards de francs CFA, c'est la somme de des importations réalisées par le Cameroun en 2023, une augmentation de 1,7%. Quand on examine de façon profonde et en détail, on voit que la grosse part de ces importations est allée dans les produits de grande consommation, notamment le blé et le riz. Comment est-ce possible? Alors, je vais même aller être plus détaillé. Il s'agit, d'après la Direction générale de la douane et le ministère des Finances, concernant les produits alimentaires, les 10 produits alimentaires les plus importés par le Cameroun en 2024, parce que les chiffres sont récents, de 1073 milliards, soit, si on prend le riz, 318 milliards, 318,4 milliards, le blé, 214 milliards, le poisson 167 milliards, le sucre et les sucreries 125 milliards, les préparations à base des céréales 337 milliards, les produits de la minoterie, nous avons 57 milliards, le vin, les alcools éthyliques, les liqueurs 55 milliards, les huiles brutes et les raffinées 49 milliards, le lait et les dérivés, les œufs et le miel 37 milliards, et le maïs 81 milliards. Pour ça donne 1073 milliards, soit 7% de notre PIB, de notre budget national. Alors comment on en arrive là? Tout simplement parce que nous sommes feignants, nous sommes paresseux et nous manquons de vision stratégique à long terme. Monsieur Rim, comparaison pour comparaison, lorsque nous avons eu la Covid, vous vous en souvenez, il y a eu un problème d'accès à des hauts produits importés. C'est-à-dire notamment le riz. Il y avait à un moment une crainte de la spéculation, il y a eu une petite inflation, il y a eu une grande communication sur la rareté potentielle du riz et du blé. Il y a eu augmentation même du pain, du prix du pain, c'était pendant la Covid. Qu'est-ce qu'un pays comme les autres pays africains ont fait? Le voisin nigérian qui s'est dit, mais si on a la Covid et que l'Inde, le Vietnam et tous les pays de l'Asie qui produisent le riz décident un jour de fermer le robinet, qu'est-ce qu'on devient? Ils ont fait une révolution. En 2023-2024, le Nigeria produisait 2 millions de tonnes de riz. Le Cameroun a produit 200 000, a produit 200 000 en 2023. Le Nigeria, qui est notre voisin, a produit 2 millions. On va dire que le Nigeria a peut-être une écologie favorable. Mais prenons le Mali. C'est une interland qui n'a pas accès à la mer. 2, qui a une écologie assez compliquée, difficile. Désertique, n'ayons pas peur de le dire. C'est 1 million de tonnes de production de riz. La question que nous devons nous poser, c'est est-ce que les Maliens ont du sang bleu et marchent avec la tête et nous avec les pieds? Donc il y a un problème. C'est pour ça que je disais que c'est une question éminemment stratégique. De volonté politique, vous avez également dit de paresse. Les Camerounais sont-ils paresseux? Les Camerounais sont paresseux du point de vue de la pensée, c'est-à-dire de la planification. Ils ne sont pas paresseux du point de vue individuel. C'est-à-dire que quand vous allez dans les marchés tous les jours, vous voyez un certain nombre de vivres qui pourrissent. Mais ce n'est pas cela. Aujourd'hui, par exemple, si on prend l'agroalimentaire, ce n'est pas ça. Je voudrais vous prendre un chiffre. Les pays développés, l'économie des pays développés, M. Okodo est allé dans un pays, souvent, il aime bien s'en vanter. Alors, c'est 40% de l'économie, l'agriculture. C'est-à-dire que quand vous prenez toutes les puissances, à l'exception peut-être du Japon qui est un archipel, tous les autres pays qui ont des terres, je dis l'économie, si on prend le budget du Cameroun là, normalement notre budget, 40% devrait provenir de l'agriculture. Ça veut dire que les États-Unis, c'est 40% de leur budget l'agriculture. La France, les États-Unis, l'Angleterre, la Russie, ainsi de suite, l'Ukraine.
Chez nous, c'est impossible. Pourquoi? Parce que nous ne mécanisons pas. Parce que nous ne multiplions pas le rendement à l'hectare. Je venais de voir un documentaire, j'étais encore dans une réunion avec des personnes parce que nous avons une activité en novembre. Ils vous disaient qu'aujourd'hui, l'agriculture rend possible 7 tonnes de maïs à l'hectare. 7 tonnes. Au Cameroun, c'est impossible de faire 1,5 tonne, malgré la technologie. Donc, c'est cela. On reste justement sur les faits et l'état des lieux. Alarmant, on l'a compris avec le premier jet analytique de monsieur Konanina. J'ai un coup d'eau dans la tête. Tout à l'heure, on reviendra sur la politique, mais d'abord, paroles experts. Il a parlé il est sorti par cette statistique qui est une révolution en termes d'agriculture, une révolution agraire. Le Cameroun, par la voix de son président, appelle justement à la mutation vers cette 3e génération d'agriculture. Il faut donc des produits de qualité. Le Cameroun les a-t-il? Le Cameroun pourrait l'avoir. C'est nous-mêmes qui ne voudrions pas l'avoir. C'est où le problème? Donc on préfère importer que d'avoir ces produits qui nous permettraient d'être plus autonomes. Tous les produits que nous avons là, pour pouvoir les manger, il faut que nos enfants les mangent. Qu'est-ce que vous donnez à manger aux enfants qui vont grandir? Quand ils vont grandir, ils ont l'habitude de manger des produits qui viennent. Vous croyez qu'ils vont manger les produits locaux? Dites-moi. Vous allez prendre des trucs de chocolat qui viennent d'ailleurs, qui n'ont aucune saveur. Vous prenez des pâtes de chocolatées faites ici, vous donnez à l'enfant, il ne mange pas. Qui c'est qui prend la décision de vente, d'achat à la maison? Ce n'est pas l'enfant. Et vous qui êtes le parent de cet enfant, quand est-ce que vous avez éduqué cet enfant pour qu'il les aime? Vous dites que vous faites partout ailleurs. Est-ce que de temps en temps, nos enfants, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce qu'on les envoie au village en vacances? Nous qui sommes les parents, est-ce qu'on le fait? Dites-moi combien de personnes ont envoyé leurs enfants dans des vacances au village où de temps en temps, ils vont se faire piquer par les trucs là, en Bassa, on appelle les Issoun, pour qu'ils travaillent. Les moudmout. Est-ce qu'on envoie nos enfants là-bas? On a des grosses voitures, on le fait. Voyons d'abord notre cerveau, éduquons nos enfants. Après, tout le reste, c'est facile. Les habitudes de consommation, c'est elles qui dictent peut-être la montée des importations. Le Cameroun se trouve-t-il pieds et poings liés à cause de la loi de l'offre et de la demande? Puisque c'est ça qu'on demande, alors ils sont obligés d'aller la chercher ailleurs, c'est ça? Ainsi pourrait-on expliquer le phénomène des importations? On ne pourrait pas se rabattre directement sur cet aspect-là parce que le problème, il a plusieurs causes. Il a plusieurs causes dans ce sens où les premiers éléments ont été soulevés par les premiers intervenants, notamment le problème de la psychologie du consommateur. Comment est-ce que le consommateur pense? Comment est-ce que le consommateur analyse lui-même le marché? Quel est l'élément préférentiel du consommateur? Secondairement, il faut mettre en avant les facteurs politiques. Parce que le politique ici est directement impliqué. En ce sens où, quels sont les éléments qui sont pensés pour qu'on puisse limiter les importations? Quels sont les éléments qui sont pensés pour que les produits locaux qui sont fabriqués puissent être achalandés, puissent être consommés? Quels sont les éléments qui sont mis en avant pour accompagner même ces producteurs-là afin que ceux qui soient dans la production médiocre puissent améliorer la qualité de leurs produits? C'est tous les éléments, c'est tous ces questionnements-là qui devraient ici être traités. Alors, le consommateur sur le marché, lui, il fait avec ce qu'il y a. Puisque beaucoup, ou alors le consommateur final, ce n'est pas lui qui va importer le riz. Ce n'est non plus lui qui va pour importer le poisson. Lui, il va acheter le poisson qu'il trouve sur le marché. Et bon marché. Voilà, et bon marché. Puisqu'à la fin, on ne peut pas tous importer, on ne peut pas tous vendre, on ne peut pas tous produire. Mais après, il faut que ceux qui ont la capacité de produire, qu'ils puissent le faire à quantité suffisante et de qualité, il faut que ça se fasse dans des canaux bien définis. Qu'est-ce qui est mis en place pour cela? Il faut que ceux-là qui doivent réguler le marché, qu'ils entrent en jeu. Et ici, c'est encore qui? C'est le politique. Que font les politiques? C'est pourquoi moi je vais profiter une fois pour interpeller les candidats qui sont en course. Le remplacement ne doit pas être pensé seulement par rapport à
Nous, on veut changer l'homme, on veut changer le système. Le système intègre ces aspects-là. Qu'ont pensé vos candidats pour résoudre ces problèmes? Parce qu'à la fin, celui qui choisit vos candidats, ce n'est pas vos camarades de parti, mais c'est le Camerounais qui a besoin de marcher librement pour aller dans le marché et acheter à manger de qualité. Donc, on devrait, lorsqu'on pense, n'est-ce pas, des politiques de réduction des importations, on devrait intégrer quels sont les besoins du Camerounais tiers, du Camerounais lambda. D'accord. Le besoin peut-être primaire de tout être humain, c'est de se nourrir à tout le moins et de se nourrir de la bonne qualité. Est-ce que dans ce sens-là, et dans l'environnement actuel, quand on parle bonne qualité, on pense automatiquement à ce qui vient d'ailleurs? Vous savez, la question de production des richesses s'articule sur plusieurs facteurs, sur plusieurs éléments. Les deux premiers éléments, les trois premiers éléments, c'est l'accès à l'énergie électrique, l'accès à l'éducation, parce qu'il faut que les gens soient formés, et l'accès à l'eau. Et maintenant, pas ajouter de manière subsidiaire l'accès aux engrais. Parce que ici, chez nous, on n'utilise pas encore assez des engrais. Ailleurs, c'est une dépense budgétisée dans tout projet agricole. Or, dans la plupart des pays qui sont développés, l'agriculture était au centre des défis à relever. Quand vous avez les États-Unis sont développés avec l'esclavage, c'était pourquoi? C'était pour produire. Il fallait produire. Pour produire, pour nourrir sa population et vendre l'excédent à l'extérieur. C'est la même chose que la Chine fait. La Chine nourrit d'abord sa population parce qu'elle a mis en place un dispositif qui lui permet de produire de manière autonome et de créer même des richesses à travers la production. Le cas de l'agriculture fait partie des éléments d'appréciation du retard ou alors de l'absence des politiques globales de développement dans notre pays. Mais je me plais souvent à rappeler qu'avant les problèmes d'ajustement structurel, le Cameroun était assez avancé. Pourquoi? Parce que l'État avait investi dans des sociétés à capitaux publics qui étaient chargées de produire. On a par exemple, on se rappelle très bien, mon frère, je crois qu'il se rappelle de l'ami des Vives, qui vendait le plantain au kilo. Et à côté de ça, il y avait d'autres entreprises qui transformaient. On avait une compagnie de la Camsuco. C'était une société à capitaux camerounais à 100%. Et à côté de ça, il y a un autre élément qu'il ne faut jamais occulter. Les moyens de communication. Le train jouait un énorme rôle pour l'approvisionnement des centres urbains, surtout Douala. Komsamba est un gros bassin de production des produits agricoles. Et ces produits parvenaient sur le marché de Douala à moindre coût, parce qu'il y avait le chemin de fer qui les évacuait du bassin de production vers la ville. Les mêmes produits qu'on trouvait au marché de Douala venaient même du centre, des régions du centre, du sud et de l'est, parce que ça venait par la voie Mbalmayo, au télé, et puis ça continuait sur Douala. Alors, si on ne met pas en place de véritables politiques audacieuses et pertinentes pour rattraper les méfaits, les conséquences de ces privatisations qui sont, moi je considère, que j'assimile un peu à une forme de génocide socio-économique, si on ne remet pas en place ces institutions, ou alors on ne repense pas de manière globale des politiques de développement macroéconomique, je crois qu'on va continuer à tenir de longs discours, à parler des imports substitutions, puisqu'en réalité c'est les termes creux. Il me souvient, en termes de qualité, mon frère parlait de la qualité. Dans mon enfance, permettez-moi de faire cette discrétion, chez moi je suis de la forêt. Ma grand-mère cultivait du riz de marécage. Mais il fallait le piler, et c'était presque une punition, moi j'aimais bien le manger, mais il fallait le piler à la main. Mais ce riz était d'une qualité extrême, d'une très bonne qualité. Mais la production même suivait, des fois elle est parvenue à produire 20 sacs de riz dans le marécage. Tout ceci a disparu. Et aujourd'hui, on vous demande de vous nourrir avec des produits importés. C'est parce qu'on n'a pas mis en place une véritable politique d'industrialisation de notre pays. Ces produits importés, des fois, sont même faits à base d'OGM, qui ne garantissent pas du tout, qui ne garantissent pas la qualité, mais qu'on nous fourgue comme ça. Je pense que plus d'une fois, vous êtes mieux placés, si tu t'occupes de l'expertise en qualité, on connaissait plusieurs produits qui ont dû être retirés des marchés. On parle par exemple il manque une politique globale. Une politique globale. Le poisson que nous importons, le Cameroun est capable de produire énormément de poissons.
Mais il faut du politique. Je me suis plu au cours d'un reportage dans les Seine Nord à m'arrêter dans un barrage, je crois que c'est le barrage de Mada ou Maga. Mais vous savez, il n'y a pas de lumière, comme c'est une zone semi-désertique, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'énergie électrique, il n'y a pas de bois pour sécher le poisson. Alors, tout l'environnement de ce côté-là, ça sent du pourri. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de construire. Et ce poisson, ils produisent suffisamment de poissons. Ils produisent même énormément, mais ils n'ont pas de moyens. Qui doit le gérer ce problème? C'est l'État. Voilà. C'est l'État qui devrait le gérer. Mais du moment où c'est là ravalé au second rang, où on continue à s'interroger, mais pourquoi nous sommes dans cette situation? Mais justement parce que sur le plan des responsabilités du gouvernement, il y a quelque chose qui ne marche pas. On a donc fait le tour, hein, on va le dire ainsi. Le premier jet de cette émission était de faire l'état des lieux. Les importations, autant. Pourquoi? On l'a peut-être compris. Et peut-être dans cette logique-là, on comprend que ce n'est pas du fait de la mauvaise qualité de ce que nous produisons ici, que c'est préféré, qu'on préfère justement ce qui vient d'ailleurs. Ça n'a rien à voir avec un déficit de qualité des produits locaux. En fait, il n'y a pas de déficit de qualité locaux. Les produits sont très bons. C'est déjà parce qu'on n'a rien compris. On dit que tout ce qui vient de l'extérieur est bien. C'est un complexe. C'est le complexe là qui se passe quand on continue à développer. Et ce complexe, c'est l'enfant à l'école qui doit être décomplexé. Parce qu'une fois qu'il a grandi, tout ce jour avant 6 ans. Quand il a déjà 14 ans, il est complexé. Donc, souvent, quand j'allais au village, je suis de Union Okélé, aussi, on prenait le riz de la grand-mère, oui. Mais chaque vacances, dès que vous étiez tranquille, tu voyais un monsieur qui arrive, il te dit, tu prends le Ndio, c'est-à-dire le train là, à Ezeka, tu vas au village. Tu n'avais pas prévu. Et tu y vas, tu vas trouver ta grand-mère, et tu fais tout. Tu vas les beignets à la gare, les œufs, les yeux, tu le fais. Il t'apprend à le faire. Parce que tu es un enfant, tu ne vas pas rester un enfant sous couvert de ses parents. Il t'apprend, il te responsabilise. Donc à partir de là, tu éduques l'enfant à être un homme. Mais si par exemple on prend un enfant, le couve, tu le lèves parce que tu as l'argent, il se lève à midi, on lui lave les pieds, les chaussures. Après, il ne sait même pas aller au village. Que voudriez-vous qu'il fasse? Quand on lui donne de l'argent de poche, il va dans les grandes surfaces, il prend l'habitude de manger les choses importées. Donc, quand vous allez lui donner la nourriture locale qui est du village, il ne va pas aimer. Donc, s'il n'aime pas, comment va-t-il acheter cela? C'est-à-dire que les produits qui sont dans les marchés qui viennent du village, qui viennent de Boumiébel, par exemple, seront pourris et jetés. Parce que quand ils arrivent, ils ne le prennent pas. Donc ça entre dans l'éducation. Il y a beaucoup de choses dans ce sens-là. L'éducation des enfants et tout ça. D'ailleurs, vous avez pris un coup d'avance sur le développement de la thématique. On parlera des solutions. Alors, Monsieur Onaïna, j'espère que vous aussi, vous n'avez pas pilé le riz. Hein. Tout le monde y est passé apparemment sur ce plateau. Mais en tout cas, pour revenir à la volonté politique, qui est peut-être qui manque à l'appel dans ce domaine-là, est-ce que le Cameroun, l'exécutif en tout cas, n'est pas pieds et poings liés par les accords de partenariat économique, par exemple, par l'AGOA et toutes ces autres conventions internationales que le Cameroun a signées avec ces autres? Non. Et moi, je vais expliquer techniquement. Je vais suis pas sur littéraire, mais les questions d'économie m'intéressent parce que je les trouve plus faciles que la littérature et autres que j'ai apprises. Alors, par exemple, le Made in Cameroun. Pour consommer le Made in Cameroun, il faut avoir quel pieds et mains liés. Cas concret. Quand vous allez dans les ministères et les services publics de la présidente de la République à la dernière des délégations départementales, tout le mobilier est importé. Est-ce que ce n'est pas une insulte aux menuisiers camerounais? D'abord au bois camerounais. Parce que quand il a déjà traversé les frontières et que quelqu'un l'a acheté, il n'est plus votre bois. Lequel est vendu brut. Hein, voilà. C'est vrai qu'il y a une convention qui... Donc, qu'est-ce qui empêche à la présidente de la République de commander, d'identifier les meilleurs menuisiers et de faire les meilleurs salons et de les acheter ministère par ministère, de passer des commandes? Ça va booster l'économie locale et la création de la richesse de l'emploi. Un exemple concret. C'était un premier exemple. Deuxième exemple, vous êtes allé déjà dans quel ministère, même au ministère des Relations extérieures, qui est censé prendre notre diplomatie, et vous avez bu du thé ou du café camerounais. Ce sont les étrangers, les ambassades qui vous servent ce qui vous appartient. Ça n'a rien à voir avec les conseils des APE ou de l'AGOA. Ce n'est pas votre ministre et ses
ces fonctionnaires et ces cadres sont des blancs. Ils vous vendent, ils vous donnent du chocolat importé au lieu de prendre Chococam. Qui est le meilleur chocolat? Comme les gens nous imposent le nido alors que Camlet fait le meilleur lait. Goûtez la bergère. Je pense que si on continue à citer à la fin, je vais perdre mon emploi. Ok, oui, tout à fait. Bon. Donc si, pour vous dire que c'est une question d'abord, il parlait d'attitude, de mindset. Ensuite, deuxièmement, est-ce que l'AGOA empêche la mécanisation? Monsieur Rim, petite recherche simple. Je l'ai appris lorsqu'il y avait, excusez-moi encore pour une fausse publicité religieuse, les témoins de Jéhovah circulaient dans les maisons et ils avaient toujours un magazine, le réveillez-vous. Moi, je n'ai pas été converti, mais je prenais le magazine et il y avait toujours une partie où il y avait un édifié surtout, le saviez-vous? Et je ne prenais que ça pour le saviez-vous. J'ai découvert et j'ai vérifié ça avec l'arrivée du numérique. Un tracteur produit fait 50 hectares par jour. Un tracteur, c'est 50 hectares par jour. Un mois à 20 jours ouvrables. Si on prend dans les entreprises parapubliques ou les entreprises, c'est 6 jours de travail parce qu'on travaille le samedi. Mais mettons à 20 jours, ça fait 1000 hectares par mois. Ça fait 3000 hectares par trimestre. Le maïs que nous importons là, le maïs, c'est une culture à cycle court. Ça c'est un tracteur. Si on décide aujourd'hui d'aider Maïs Cam, on dit à Maïs Cam, je fais la publicité là d'une entreprise camerounaise, on lui dit, tu vas nous résoudre ce problème de 33 milliards de maïs, d'argent de maïs que nous importons. On soutient également la production locale, les producteurs indépendants, donc tout le monde là. On lui donne 4 tracteurs, ça fait 4000 hectares en 3 mois. Et le maïs, il peut le cultiver 3 fois l'an. Ça résout le problème. On peut dupliquer l'expérience au riz. On peut dupliquer l'expérience au blé. Le blé, c'est systématique. Et je vous dis qu'il y a des tracteurs multitâches. Le même tracteur sème. Le même tracteur récolte. Le même tracteur, comment on dit, enlève dans les graines. Et graines. Le même tracteur ensache. Il met dans les sachets. Le même tracteur. Vous comprenez que c'est un problème de volonté politique. Le Cameroun a 7,2 millions d'hectares de terres arables. Vous avez réduit 10. C'est 17 000... Non, j'ai les chiffres. Justement, je les ai contrôlés. 7,2 millions d'hectares arabes et 1,8 million d'hectares cultivés, soit seulement 26%. Et ils disent, nous avons également 240 000 hectares irrigables, c'est-à-dire que les premiers hectares, le premier chiffre n'a pas besoin d'irrigation d'eau. C'est la nature qui arrose. Maintenant, on a 240 000 hectares où il faut l'eau. Et sur les 240 000 hectares, il n'y a que 33 000 qui sont irrigués. Donc, pour vous dire quoi, là-bas, on a pris 26%. Si on augmente seulement la statistique, le chiffre à 50%, on ne passe pas parce que nous sommes actuellement, il y a 3 millions de Camerounais qui sont menacés d'insuffisance alimentaire depuis 2023. Rien que ça, si on prend, on ajoute et on met à 50 hectares, à 50% de terres arables cultivées exactement. Vous pouvez vous imaginer ce que ça crée comme révolution en termes de non-achat de blé, de non-achat de riz, de non-achat de poisson, de maïs. Le poisson, il y a déjà une politique dessus, les chiffres sont autour de 30% où la consommation locale a permis de supporter 30% de la consommation de la production, ainsi de suite. Donc, s'il y a la volonté politique, tout ça peut bouger. D'accord. Tout ça peut bouger. Quand on écoute M. Onaïna, c'est rempli d'espoir en se disant que les clés de ce développement sont déjà entre les mains des Camerounais. Mais il y a une question quand même qui demeure. Est-ce que si le Cameroun arrête ses importations aujourd'hui, il meurt? L'arrêt brusque pourrait conduire à l'asphyxie d'un certain nombre de populations. Aucune solution ne peut être implémentée de façon drastique ou alors de façon chirurgicale de la sorte sans causer, n'est-ce pas, une infirmité. Donc, la démarche devrait être progressive. Elle devrait être progressive en ce sens où
L'élément clé serait d'éduquer les populations sur comment, ou alors mettre en place des systèmes qui vont renforcer la consommation des produits locaux. Déjà, créer une image de renforcement, ça peut être au moyen de la labellisation, par exemple. Vous constaterez que sur le marché européen et même d'autres marchés de l'Afrique de l'Ouest, il existe des labels. Ces labels-là aident, n'est-ce pas, à renforcer la consommation du dit produit. Vous verrez, par exemple, avec le poivre de Penja, le label créé tout autour augmente la consommation de ce produit-ci et malheureusement son exportation. Donc, si on crée des labels tout autour d'un certain nombre de denrées qui sont produits localement, ça pourrait renforcer l'image ou consolider l'image et augmenter sa consommation. Une petite parenthèse, vous l'avez écouté de fond en comble, je présume. Oui. Est-ce que ce qu'il propose est faisable? Ce qu'il propose est faisable. Techniquement faisable? Techniquement, on manque de quoi? On a les terres. La pluie est là, on a les eaux. On manque de quoi? On a les hommes. Il y a l'argent même qui est gelé, puisqu'on parle de surliquidité au niveau des banques. On a des lignes qui servent à alimenter certaines zones et on pourrait les utiliser, n'est-ce pas, pour financer cela. Il y a eu beaucoup de programmes, pour dire ici, il y a eu beaucoup de programmes qui visaient à accompagner les producteurs locaux. Mais quel est l'impact? S'il faut mesurer aujourd'hui l'impact de ces programmes, il est piètre. Le dernier programme en vue, c'était le Prodel, qui finançait jusqu'à près de 75 millions de francs CFA. Des producteurs locaux. Ben, qu'est-ce qu'on a produit? Quel est l'impact positif que cela a apporté? Il n'y a pas eu accroissement de production. Mais il y a un exemple. Quand j'aurai mon tour de parole, il faudra me rappeler. Il y a un exemple que on peut dupliquer. Mais je préfère vous laisser avancer. Et cet exemple est intéressant parce qu'on y a associé un organisme presque indépendant, mais qui est une émanation de l'État, mais qui a son autonomie. Donc, il faudrait avoir un contrôle sur les financements qui sont alloués, ça c'est bien. Il faudrait un encadrement, parce que s'il n'y a pas l'encadrement technique, s'il n'y a pas l'encadrement visé, qui vise ici là à résoudre le problème clé, parce que tout le monde veut le financement, mais quelles sont mes capacités à gérer le financement qui sera mis à ma disposition? Je suis apte à produire le riz, à multiplier les semences, peut-être sur 5 hectares. Serais-je encore capable de le faire sur 100 hectares? Ça nécessite un accompagnement également sous ces angles-là. Il ne faut pas seulement mettre à disposition l'argent et se dire, on a accompagné des jeunes, on a accompagné des producteurs, ben ça n'a pas marché, c'est dire que les populations elles-mêmes ne veulent pas le développement. Donc, l'accompagnement, il doit être taillé sur mesure. Il doit être taillé sur mesure et donc ceci devrait découler d'une analyse fine qui est faite initialement. D'accord. Alors, si on suit votre logique, le Cameroun, on peut le dire actuellement, et le régime en place fait bien les choses. Ils sont dans la méthode, si on suit les lignes de la stratégie nationale de développement pour 2030, la SND 30, ils sont dans le phénomène, le principe d'import-substitution, c'est-à-dire que progressivement, on va remplacer les importations. Non, je ne dis pas que le gouvernement actuel est dans la bonne démarche. Pas du tout. Sinon, on a lancé l'opérationnalisation de la SND 30 depuis 2020. On est à moins 5 ans de la fin. Quel est l'impact? Monsieur Nanina disait qu'on a... Et ceci, c'est pour l'horizon d'un développement... Le Cameroun produit déjà pour 30% de consommation de poissons. Mais rien que le poisson, c'est résiduel. Ça veut dire que... Quelle quantité est consommée? Quelle quantité arrive sur le marché? Quelle quantité pourrie? Bien. C'est tous ces paramètres. Et après, à quel coût on vend ce poisson? Est-ce qu'il est accessible à tout le monde? Donc la méthode d'impôt-substitution n'est pas la solution. Elle a trop de lacunes. Écoutez, je suis oublié de vous décevoir. C'est des thèmes comme Galvaud, pour des raisons politiciennes tout simplement. L'impôt-substitution, ça signifie quoi? Ça signifie rien. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas capables de mettre en place des politiques pertinentes et audacieuses pour booster la production? Et à côté de ça, il y a un autre facteur. J'ai eu les témoignages d'un monsieur qui me parlait d'une ligne au ministère au Minader, à travers laquelle on soutient les GIC, producteurs de maïs. Mais est-ce que vous savez que ça se monnaie? On leur affecte 15 millions.
celui qui est chargé de vous affecter lesquels millions prend d'abord 5 millions et vous donne 10 millions. C'est voilà encore à quel niveau, jusqu'où la corruption peut compromettre le développement d'un pays. La corruption. Alors, si tous ces outils-là ont été pensés et été mis en musique de manière rationnelle, encadrés par des lois de lutte contre la corruption, des lois efficaces, parce que là je pense que nos lois sont un peu en pointillés en ce qui concerne la lutte contre la corruption, je pense que ça pourra aller. Alors, l'imposition, ma foi, c'est simplement un slogan politique. Parce que les Camerounais sont capables de produire, les Camerounais sont extrêmement travailleurs. Et puisqu'on ne peut pas procéder par leapfrog, et le technicien nous le disait, on ne peut pas procéder par un arrêt brutal de ces importations. Non, c'est pas cette logique de migration. Il s'agit d'une volonté politique en amont qui va se manifester, dont les effets vont se manifester en aval. C'est toute une machine qui est mise en place. J'ai parlé tantôt des routes, j'ai parlé du rail, j'ai parlé de ci, j'ai parlé de l'accès à l'énergie électrique et l'accès au carburant. Un tracteur, ça fonctionne avec du gazoil. Il faudrait que les gens aient accès à ce gazoil à un prix. C'est toute une politique, c'est une politique globale qu'il faut mettre en place. Et le carburant fait partie. Et le carburant fait partie des consommables. Des consommables. Et il est incontournable. Donc je voulais dire que au-delà de ce cosmétique qu'on nous impose et qui malheureusement tarde à avoir des résultats, il ne peut pas avoir des résultats parce qu'en amont, il n'y a pas une véritable volonté politique. Et je vais vous faire une révélation qui risque de vous choquer. Est-ce que vous savez que les taxes de douane prélevées sur les produits de première, sur l'importation des produits de première nécessité alimentent le service de la dette? Vous le savez? Qui a intérêt à ce qu'on importe? C'est ceux qui nous prêtent de l'argent. Aussi simple que ça. Ça, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est une réalité. Les taxes de douane prélevées sur les produits de première nécessité, le riz, le sucre et tout ça, alimentent automatiquement le service de la dette parce que nous avons contracté des dettes qui n'ont pas été capitalisées et le FMI et la Banque mondiale tiennent à récupérer leur argent. Parce que dans ces conditions, ces gens-là qui nous tiennent au collet vont accepter qu'on mette en place de véritables politiques pertinentes, que ce soit d'impôts substitution ou alors de développement d'autres secteurs agricoles, d'autres secteurs d'élevage, de pisciculture, piscicole et tout ça. Ils ne peuvent pas. Et c'est pour ça que nous ne puissions pas davantage de souveraineté. Comment c'est possible? Expliquez-nous ça, parce que on sait quand même qu'avec les accords de partenariat économique, les autres qui nous envoient leurs produits le font pratiquement à taux zéro. Et voilà l'autre facteur. C'est ça le problème. C'est pas équilibré. Nous n'avons même pas intérêt à produire parce que nous sommes un marché. Nous sommes un marché. Donc, ils fabriquent, ils viennent chercher la matière première chez nous et ils nous fournissent ce qu'ils ont fabriqué. Voyez-vous? C'est pour ça que je parle d'une vision politique audacieuse. Il faut beaucoup d'audace pour remettre en question, afin que les Camerounais puissent justement bénéficier de ce que leur offre la nature pour produire et exporter. Il y a même quelque chose qui, dont il faut, même la monnaie est un facteur qui nous empêche de pouvoir même nous équiper en matériel, en outils, en machine. Vous imaginez ça? Même la monnaie nous empêche. Parce que si vous devez aller acheter un tracteur, je ne sais pas où, vous allez le payer en quelle monnaie? Donc, il y a tous ces problèmes dont il faut tenir compte avant de parler. Le Cameroun avait atteint l'autosuffisance alimentaire relativement avant 90. Aujourd'hui, on en est où? Incroyable. Voilà. Et pendant ce temps, justement, puisqu'on parlait de monnaie pour sortir là-dessus, on sait que le franc CFA agit un peu comme un flic. Il faut déjà même avoir le financement quand on sait ce que cela veut dire, s'il faut écrire des projets par rapport au développement plus inclusif du pays. On parlait de la qualité, on a parlé de labellisation également avec France. Et ça nous amène tout droit dans la certification pour que nos produits aient une meilleure image déjà sur le territoire national et qu'ils se vendent un peu mieux sur l'espace international. Il faudrait qu'ils soient des produits reconnus comme de qualité supérieure. Et ça, c'est votre domaine, la certification. Oui. Si nous voulons que nos produits nous rapportent, il faut d'abord que nous vendions tous nos produits à notre marché local. Voilà. On est 30 millions de Camerounais. Si on est capable de vendre à tous les 30 millions de Camerounais, on a déjà de l'argent qui entre, qui reste, qui ne sort pas. Donc c'est là qu'on a certains types de certifications qui parlent d'origine Cameroun certifiée, où on s'assure qu'au moins 50% de la matière première
que vous utilisez est local. Et que 50% de l'argent qui vient reste local. Différent de Made in Cameroun, parce que M. Naïma prenait... C'est d'abord le Made in Cameroun. Le Made in Cameroun, c'est ce qui est fait au Cameroun. Tout simplement. Tout simplement. Parce que quand on parle de Made in Cameroun, nous avons des bus qui sont faits de Made in Cameroun, mais vous ne le savez pas. Tous les bus qui font les grands, c'est du Made in Cameroun. Les boissons que nous buvons, la bière et tout ça, c'est du Made in Cameroun. Mais ce n'est pas origine Cameroun certifiée. Parce qu'on arrive, la matière première n'est pas forcément locale. Donc si cette matière première qu'on utilise, elle ne fait pas travailler nos agriculteurs. On a la main d'œuvre, c'est vrai. Mais une fois qu'on a consommé nos produits-là, on vous a payé le mois, on vous leur donne encore, cet argent repart. Donc comment voulez-vous que ça reste ici? Et cette matière première qu'on utilise ne fait pas travailler nos gens dans nos villages. Parce qu'on a besoin de tout faire pour que dans nos campagnes, dans nos forêts, on fasse travailler des personnes. On a besoin de réduire l'exode rural. On a besoin de faire en sorte que tous nos jeunes puissent travailler. Mais pour qu'ils puissent travailler, il faut qu'ils travaillent dans l'agriculture locale. Donc à partir de là, on peut bien faire. Est-ce que tous nos produits sont vendus d'abord au Cameroun? On met dans la tête des gens, faisons des produits pour aller vendre. On vend à qui? C'est pas les premiers, c'est pas d'abord les Camerounais qui doivent manger nos produits. Si vous prenez nos produits ici, vous les exportez, qui c'est qui va les acheter si ce n'est pas les Camerounais? Ce sont les Européens qui vont le prendre? C'est faux. C'est-à-dire que ce sont les Camerounais qui vont le faire. Donc maintenant, faisons d'abord tout pour que tous les Camerounais le consomment. Qu'est-ce qui empêche que, vous avez parlé de poissons, qu'est-ce qui empêche que dans nos marchés là, on fait les poissons facilement vivables, donc quand tu pêches, tu vas au marché, c'est terminé, tu vas là. Au lieu de nous vendre les poissons qui sont déjà morts, donc vous avez la pisciculture là dans les bacs. Qu'est-ce qui empêche de faire ça et pouvoir vendre beaucoup de choses? Je suis là en voie ferrée, la ligne ferroviaire. Quand on veut manger le poisson, moi je suis dominicain, il faut prendre ce qu'on appelle le ndio, le régulier. Il s'arrête partout. Il part de Douala vers 8h, il sera à Yaoundé vers 20h, 22h. Il doit nous prendre le poisson frais. Pendant tout le trajet, la glace a fondu. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend le poisson déjà pourri. Qu'est-ce qui empêche que dans ce train, on ait les petits wagons là où le poisson est vivant? Quand tu arrives à une gare, tu demandes 1 kilo, on te le pêche, on te donne, et le train continue. Qu'est-ce qui empêche cela? Rien. Quand vous voulez vendre le poisson, vous avez parlé à Isaac, le poisson frais, avec l'électricité qui vient, courant alternatif. Donc vous allez prendre vos poissons, vous allez mettre dans vos congélateurs. Au moment donné, qu'est-ce qu'il fait ce poisson? Paf, il a disparu, il est pourri. Qu'est-ce qui empêche maintenant qu'on peut avoir des petits étangs? On peut avoir je vous dis les bacs là, tu prends, tu vas au marché, tu veux combien de kilos? On te les prend. Le soir, ça n'a pas été vendu, ce poisson, il est encore vivant, on continue à le vendre demain. Qu'est-ce qui empêche de le faire? Rien. J'avais un ami qui était du côté en France là, il avait un étang. Quand il allait au marché, il prend les poissons, il les vend, il vend vivant, quand c'est terminé, il revient, il remet dans son étang. Est-ce qu'il y a des pertes? Non. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Rien. Dites-moi, moi je ne comprends pas. Après maintenant, vous parlez d'autosuffisance alimentaire. Pour faire les poissons là, partout, c'est rien, c'est des bacs. Ça coûte combien le bac? 50 000 francs. 100 000 francs pour tel nombre de poissons. Au bout de 2 mois, tu as 2 tonnes de poissons. C'est compliqué? Non. Pourquoi on cherche toujours les choses compliquées? J'en sais rien. Vous allez au marché, comme je le disais par exemple, je prends le marché des ECA, parce que nous sommes dans une zone enclavée. Tu veux prendre le poisson, c'est soit celui qui vient du congélateur. Bon, qu'est-ce qui empêche que les gens là-bas aient des bacs? Peut-être fermés, j'en sais rien. Ils les nourrissent tous les jours. Tu vas au marché, tu prends ton poisson, tu le vends là-bas. Quand c'est terminé, tu ramènes. Qui a l'électricité ou pas, tu n'as pas de problème. Qu'est-ce qui empêche de le faire? Rien. On commence toujours par les choses très compliquées. Commençons par les choses simples. Comme on sait,
par les choses simples, mais il le dit aussi simplement, mais c'est une véritable révolution qu'il faut dans ce domaine-là, parce que si on considère les bassins de production au Cameroun qui produisent de façon exponentielle certains produits, mais qui sont obligés de stagner, de pourrir sur place parce qu'il n'y a pas des voies qui leur permettent d'être acheminés vers les grands centres urbains, on peut dire que les petits pas ne vont peut-être pas nous faire sortir de l'ornière aussi facilement que ça. Il faut savoir une chose que, en termes de la production locale... Par où commencer? C'est ça la question derrière. Par où commencer? Il faut déjà poser ce préalable que je veux poser. C'est que celui qui produit en petite quantité ne peut pas rentrer dans ses frais. C'est pour ça qu'il vend cher. Quand vous allez acheter le poisson d'eau douce, c'est comme ça qu'on l'appelle, celui qui est produit localement là, les coûts de production sont élevés. Le kilo n'est pas à moins de 2000. Et tout le monde n'est pas prêt, capable d'acheter c'est du bon poisson, curieusement, mais tout le monde n'a pas le pouvoir d'achat nécessaire. Pour que ce poisson, qui est donc de bonne qualité, et je suis d'accord avec vous qu'on devrait avoir notre poisson, il faut qu'il soit produit en masse. Parce que quand vous produisez en masse, la culture extensive réduit les coûts de production et réduit également le prix d'achat. Si nous produisons, vous savez que le Cameroun produit le riz, non? Bien sûr. Mais le riz, vous avez demandé le prix du kilo du riz camerounais, il coûte excessivement cher par rapport au kilo du riz normal. Pourquoi? Parce que les autres produisent en masse et sur le plan de la concurrence, ils nous battent. Pour que nous, notre riz est meilleur que le leur. Pour que nous les égalions, nous devons mécaniser notre agriculture. Il faut absolument, on appelle ça augmenter les rendements, les superficies et les rendements. Si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas vous en sortir par rapport à la compétitivité. N'oubliez pas que nous sommes dans le cadre, nous avons ratifié les accords de l'OMC. C'est-à-dire qui permettent que la concurrence internationale nous concurrencer pour nous. Même sur notre territoire. Même sur notre territoire. Malgré le principe de patriotisme économique. Et malgré le principe, et il y a encore quelque chose, il a dit, c'était très intéressant, parce que nous, peut-être on a ramené le débat à l'agriculture parce que il est important pour l'économie, 40%. Mais aujourd'hui, par exemple, le Cameroun, vous avez évoqué cela dans votre introduction, la question de l'inflation. Il a parlé du pétrole. Nous avons un problème, nous produisons un pétrole que nous ne consommons pas. Parce que notre raffinerie, 1, est à l'arrêt, 2, lorsqu'elle était fonctionnelle, l'extension qui était censée faire cela n'a pas été achevée, a été incendiée. Tant que nous n'avons pas aujourd'hui, il faut le savoir, dans les politiques économiques de la production locale, tant que nous n'avons pas une raffinerie qui pourra produire notre pétrole, nous allons subir les coûts de l'achat à l'international et la baisse de la subvention suivant l'augmentation du prix du carburant. Or, si nous produisons notre propre carburant aujourd'hui, nous allons le consommer lui-même, puisque tout ce que nous produisons localement a un avantage. Le premier avantage, c'est que nous ne subissons pas les coûts du marché international, c'est caprice. Deuxième avantage, nous ne subissons pas les questions de transport. Parce que ça vient par bateau. Il y a des moments où on vous dit ceux qui sont je sais pas, on les appelle soit les amaris ou les amis. Ils ne sont pas les amateurs. Parfois le bateau n'est pas disponible. C'était le cas en période Covid. C'est pour cela que les prix des choses avaient augmenté. Parce qu'il y avait des gens qui vous disaient que le bateau n'est pas disponible. Il a été sollicité ailleurs. Vous n'avez pas besoin de transporter quelque chose qui a été produit chez vous par bateau. Du tout. Donc ça vous enlève ça. Troisièmement, il y a la taxe douanière. Ça ne sera pas taxé. Maintenant, je voulais prendre un exemple intéressant par rapport aux politiques publiques. Un exemple qui marche au Cameroun. Je pars d'un chiffre pour vous expliquer l'exemple. En 2024, qui vient de s'achever, le Cameroun a bénéficié en termes de recettes de l'État, quand je parle de l'État de tout le monde, de 500 milliards de francs CFA de cacao. 2 ans ou 3 ans plus tard, plutôt avant l'inflation du prix du cacao, le Cameroun plafonna à 200 milliards parce que le cacao contribue à 200 milliards dans le budget de l'État. 3 ans plus tôt. Mais en 2024, c'était 500 milliards. Pourquoi? Vous savez que le cacao camerounais fait partie des meilleurs cacao au monde, non? Parce qu'il a été premièrement certifié dans votre domaine. Certifié, c'est-à-dire qu'il est devenu référence. Il est certifié à plusieurs niveaux. Il y a même le cacao au haut de gamme. C'est-à-dire qu'un grand chocolatier français ou suisse vient au Cameroun. Je vous parle de choses que j'ai suivies.
pas que j'ai suivi, entendu, c'est-à-dire j'étais sur le terrain. Bien sûr. Oui. Il vient au Cameroun, il arrive dans votre plantation à Minka, et il vous dit, Monsieur Sintat, c'est ça? Monsieur Ndebi. Monsieur Ndebi. Vous l'avez rebaptisé. Monsieur Ndebi. Pour fermenter le cacao, c'est 5 jours après l'avoir cueilli et tout et tout. Et le sécher, c'est telle période. Moi, je ne veux pas que la fermentation, vous la fassiez en 5 jours, vous allez la faire en 3 jours, en 4 jours ou en 6. En 6 jours. Le kilo étant à 4500 ou à 5000, moi je vous l'achète à 7000. Vous me demandez pourquoi vous voulez que je change une habitude. Il dit d'abord parce que je vous paye ça à 7000 francs, alors que tout le monde va vous payer pour voir 4500. Deuxièmement, parce que je cherche une arôme. Le temps de certification, de fermentation que vous allez faire, va me permettre d'avoir un parfum spécial que les autres cacao n'auront pas. Ils viennent au Cameroun le faire dans les villages, vous ne le saviez pas, je vous donne cette information, vous pouvez vérifier. Ça c'est pour quelques élites, quelques cadres, ils prennent la plantation dès le début. Ils vous disent comment vous arrosez et tout et tout. Maintenant, comment le projet a permis de rentabiliser le Cameroun? Il y a un organisme public qui a pour siège Douala qui s'appelle le Conseil interprofessionnel du cacao et du café, qui s'appelle le CICC, en abréviation. L'État, c'est une émanation de l'État, mais qui fonctionne un peu comme privé. Il a décidé de prendre en main la politique du cacao, parce qu'il y a les organismes de l'État, le FODEC et d'autres, mais qui n'ont pas réussi cela. Le CICC a fait un diagnostic, c'était votre mot tout à l'heure au départ. Il s'est rendu compte que les plantations étaient vieillissantes, la main-d'œuvre était vieillissante, et tout cela avait un impact sur la production, les quantités de production et les qualités de production. Il a décidé de créer un programme qui s'appelle New Generation, qui est encore fonctionnel, nouvelle génération. New Generation s'est fixé pour cibler la jeunesse. Tous sexes confondus, on ne cherche pas à savoir si vous êtes un homme ou une femme, vous devez être capable. Quelle est la politique du CSCC? On vous accompagne, on vous donne tout le matériel nécessaire. D'abord les formations sur les bonnes pratiques, du début à la fin jusqu'à la vente. On vous accompagne avec le matériel pour ensacheter, donc les sachets, la semence, on vous montre comment gérer la pépinière, vous gérez vos pépinières en groupe, on vous montre comment planter, semer et faire en sorte que vous ayez une meilleure production, on vous donne tous les produits nécessaires. La seule condition, les deux seules conditions que le CICC vous donnait, c'est d'avoir au moins 1 hectare de terre. Et ça pose un problème de la question foncière au Cameroun, qui est une question très déterminante et cruciale pour la jeunesse. Alors, il fallait aller donc auprès du chef de village qui vous donne un droit d'abandon coutumier sur 1 hectare ou 2 hectares en fonction de vos capacités. Maximum, c'était 3. Vous devez, deuxième chose, garantir votre main d'œuvre, c'est-à-dire que vous devez vous engager à aller défricher votre propre champ, l'abattre vous-même. C'est tout ce qu'on vous demande. Le reste, la botte, machette, tout vous est donné gratuitement. Je vous assure que je connais des gens que j'ai accompagnés, qui sont capables de m'employer. D'accord. Super. Et tout ça pour dire quoi? Pour dire que les gars, avec 1 tonne à l'hectare, c'est 1000 kilos. À 5000 francs le prix du kilo du cacao, il a 5 millions. S'il a 3 hectares, cette saison-là, il a 15 millions. On sait que le ministre du Commerce a fait sa tournée de remise de la prime qualité du cacao. On peut donc dupliquer, et ce que je voulais donc dire, c'est que on peut donc s'inspirer de ce programme qui marche bien et le dupliquer dans tous les secteurs qui sont agricoles, qui sont en crise, et créer une véritable révolution, chaque lettre du mot étant à la majuscule. Une véritable révolution. Oui. Donc je voulais donner une précision parce qu'il a parlé du Made in Cameroun et tout ça. Ce qu'on a oublié, quand on dit là, on travaille seul. Les autres ont créé des coopératives. Quand on prend les coopératives agricoles, souvent c'est que nous sommes tous producteurs. J'ai ma part de plantation, de terre, j'apporte ma part de terre, donc je n'ai pas le problème agraire dont il parle. Ça veut dire, c'est ça. Il disait tout à l'heure, par exemple, je disais tout à l'heure, les gens peuvent produire le poisson. Si on dit qu'on est tous, on est 10 producteurs, on a fait une coopérative. Comme on a une coopérative, on a une centrale d'achat qui achète moins cher. Ça, vous n'avez pas intégré. C'est parce qu'on continue à pousser les gens à être dans la personne qui travaille le GIC. Il y a des grosses entreprises qui font les téléphones et tout ça, qui sont des coopératives.
Pensez à ça, coopérative. Ça voulait donc dire que vous mettez ensemble, on va produire ça. J'ai 500 hectares de ça, de ma famille, on a tout ceci, on ne le vend pas, je le mets à disposition des personnes. Il y a des personnes qui ont commencé à travailler ici. Dans l'apport du fonctionnement, c'est notre terre, c'est pas je ne vends pas. C'est ma coopérative. Quand on travaille dans les coopératives, qui sont les vignerons et tout ça, ils sont 400 membres, ils ont les plantations, ils font tout. Ils ont le même laboratoire qui les suit, ça casse les prix. Ça fait partie du changement. Parce que vous avez dit simplement, ça coûte cher, mais quand vous êtes ensemble, c'est chacun qui apporte. Donc les coopératives, qu'est-ce qu'elles font souvent? Elles vont se dire, bon, pour fonctionner, on a besoin d'un laboratoire. On est 100, c'est nous, chacun apporte peut-être 10 000 francs pour que le laboratoire les suive, du suivi du sol jusque-là. Ça, c'est des choses banales. Ça, c'est du banal. Tu ne peux pas produire quelque part si tu n'as pas fait l'analyse du sol, si tu n'as pas fait cela. Ça, c'est le fonctionnement d'une coopérative. C'est élémentaire. D'accord. Donc, c'est ce que je voulais dire. C'est que on doit maintenant voir comment ça se passe. Donc les coûts de production pourraient être revus à la baisse si à se mettent ensemble. Si on se met ensemble, parce que vous êtes ensemble, qu'est-ce qui empêche que vous achetez maintenant un équipement qui permette à chacun de l'utiliser? Qu'est-ce qui empêche maintenant que vous louez, vous achetez un bus ou un camion, un car, qui fait le tour pour ramasser vos produits, même si c'est enclavé, c'est pas grave, il va dormir quelque part, il va prendre le produit de tout le monde, il va le sortir. Prendre un camion, les bus là, les petites voitures qui sont dans les villages, les pick-up, vous allez quelque part, vous les achetez. Qu'est-ce qui empêche que tous nos jeunes qui sont là, ils vont dans les casses, ils récupèrent les vieilles voitures, ils les montent, ils l'arrangent, ils vont dans les villages. Qu'est-ce qui empêche de le faire? Rien. Donc si on suit M. Ndébi, on n'a pas forcément besoin de l'État pour commencer le changement. C'est ce que je voulais dire. Parce que quand on dit l'État, ça nous bloque le cerveau de créativité. C'est ça qui gêne. Le jeune qui doit acheter un véhicule, il prend l'argent où? Première question. Oui. Le jeune qui doit transformer des espaces, oui, il y a des problèmes fonciers. Comment est-ce qu'il fait pour avoir 500 mètres carrés? Le jeune, même s'il ne doit pas acheter l'espace, il doit le louer, il prend l'argent. Où on revient sur les problématiques financières, le financement. Mais s'ils sont coopératifs, comme il le disait, quelqu'un peut avoir son espace, alors, hériter aussi peut-être de ses simplement, parents. Monsieur Rib, vous et moi, est-ce qu'on peut sortir maintenant, rassembler des sous pour louer 1 hectare? Ce que je disais, c'est pas on ne loue pas. Et si M. Rim a un hectare on a fait, à disposition, par exemple. On est là dans l'hypothétique. C'est ça. Le si. On a créé. Par contre, lorsqu'on veut penser développement, il faut des questions, il faut la certitude. On doit sortir de l'hypothétique. Il faut la certitude pour construire. Il faut définir des approches dont on est sûr du fonctionnement. Les routes, le foncier, les finances, la main-d'œuvre, la compétence et même encore la disponibilité psychologique. Est-ce qu'ils sont disposés à construire? Est-ce qu'ils sont disposés à produire, les jeunes? C'est tous ces paramètres-là qu'il faudrait prendre en compte. Sinon, on va aller droit contre le mur. D'accord, je reste avec vous pour vous relancer avec ces messages. Ce n'est pas produit en masse, mais produit à un coût de revient meilleur que le voisin. Je pense qu'il parlait des coûts de production qui sont suffisamment élevés. C'est la théorie des avantages comparatifs de Ricardo. La Chine ne produit pas en masse, mais elle produit à un coût de revient meilleur que les autres. Pourquoi? La main-d'œuvre et la productivité. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Parfait. Alors, l'État a donc un rôle à jouer. Pour M. Déby, on peut faire sans l'État, en attendant qu'il se mobilise. Mais on sait que l'État, justement, dans son rôle, pourrait créer des capitaines d'industrie. L'a-t-il fait à l'envers? C'est-à-dire qu'en créant des importateurs au lieu des capitaines d'industrie. C'est même ça là où l'état problématique, parce que en créant des capitaines d'industrie, ceux-ci vont impacter sur le développement de manière globale. Mais en créant des importateurs, ceux-ci font tout simplement du bayam salam, comme on dit chez nous, comme on dit au Cameroun. Ils ne produisent pas de richesses, ils achètent ailleurs et ils viennent nous revendre avec des bénéfices qui dépendent de leur bonne volonté. Comment inverser la vapeur? Pour inverser la tendance, il faudrait que l'État s'implique en mettant en place tous les dispositifs nécessaires. On a parlé de l'accès à la terre. Il faut une politique qui permettra aux jeunes d'avoir accès à la terre. Une réglementation adaptée. Parce qu'on ne peut pas
se fixer des objectifs sans s'attirer d'un minimum de levier pour pouvoir réaliser ces objectifs. Il y a les questions de financement. L'État ne peut pas se désengager ou alors se tenir à l'écart parce qu'il faut de l'argent pour animer un projet de cette nature-là. Donc il y a le foncier, il y a le financement et il y a l'encadrement. Et entendez par l'encadrement même la formation. Il faudra associer, il faudra bien former ces jeunes agriculteurs pour qu'ils soient capables eux-mêmes de pouvoir gérer toutes les étapes liées à l'exécution de leur projet. Il faut les former également, même en comptabilité et en marketing, parce qu'il faut qu'ils soient capables de produire en quantité et en qualité, et pouvoir écouler et trouver des débouchés pour leurs produits. En se mettant ensemble, il a parlé des coopératives, en se mettant ensemble dans le cas des produits, ça permet d'augmenter la quantité et éventuellement de réduire le coût de production. Et en réduisant le coût de production, le prix sur le marché va certainement baisser. Mais dans tous ces jeux, l'État a une grande responsabilité parce que c'est l'État qui définit la politique macroéconomique. Et si l'État se retire, comme c'est le cas en ce moment, on va continuer. Bon, il a cité un organisme qui essaie de donner le meilleur. Il y a quelques organismes comme ça qui sortent un peu du lot. Le Conseil national. CICC. Le CICC, parce que j'ai assisté à certaines de leurs activités. À Yaoundé, ils ont une fête qu'ils organisent. Vous sentez qu'ils ont la volonté de faire beaucoup de choses. Et ils ont la volonté et ils encadrent effectivement leurs producteurs. Maintenant, dans combien de domaines est-ce qu'on les retrouve? Au niveau de la pêche, aucun organisme n'encadre la pêche. Elle encadre. Il y a quand même, je crois qu'il y a un organisme qui s'appelle soit la PICAM, je ne sais pas comment ça s'appelle. CAPEF. Ouais, mais vous n'allez pas voir des activités comme celles que j'ai vu organiser ceux qui s'occupent du cacao. Donc on peut, et c'est le rôle de l'État. C'est l'État qui nomme les dirigeants de ces organismes-là. Voyez-vous? Donc l'État ne peut pas être dédouané. C'est l'État qui est responsable du bien-être des citoyens. C'est l'État qui est responsable des politiques macroéconomiques d'un pays. C'est l'État qui définit la feuille de route en faveur du bien-être des populations. La lutte contre la vie chère nous reste un slogan creux. Tant qu'on n'a pas amélioré les capacités de produire, les capacités de produire, ce n'est pas seulement cultiver, ce n'est pas seulement pêcher du poisson, mais il y a tout un encadrement qu'il faut mettre en place pour que ceux qui s'engagent se sentent motivés. Et les autres pays ont réussi. Vous voyez, aujourd'hui, on a le cas d'un pays comme le Burkina Faso qui a acheté des milliers de tracteurs, qu'il a distribués aux agriculteurs, et d'ici quelques années, d'ici quelques mois d'ailleurs, je suis sûr qu'il risque de passer devenir un grand producteur dans les domaines dans lesquels ils ont investi. Et ça, c'est l'État. Ce n'est pas les paysans, ce n'est pas les membres des coopératives qui ont cotisé pour acheter un ordinateur. Par contre, l'État peut acheter un tracteur et mettre à leur disposition selon des conditions qui permettront à l'État de ne pas perdre ses ressources. C'est ça. Et s'il fallait prendre modèle sur Ibrahim Traoré du côté du Burkina Faso, il faut rappeler que ceci s'inscrivait dans la nouvelle stratégie appelée Faso-Mebo, de faire participer le plus grand nombre des forces vives à l'intérieur même de la diaspora au développement. Il a précisé à ses ministres, notamment en charge de l'agriculture et autres, plus d'importation. Les capitaines d'industrie n'importent plus les produits manufacturés, ils peuvent importer des produits engrais et autres intrants pour le développement agraire. Allez, rapidement, avant de passer un dernier tour de table, on n'en parle pas beaucoup et pourtant ça fait partie des choses qui absorbent le gros des importations. On parle des médicaments, produits pharmaceutiques. Là, vous êtes précisément dans un grand bain comme un poisson dans l'eau. Le Cameroun, comment fait-il pour changer sa politique d'importation, notamment dans la production des médicaments? Honnêtement, lorsqu'on observe le secteur industriel sous ces auspices-là, rien n'est concrètement fait. Sous cet angle que les industries pharmaceutiques, même qui sont existantes sur le territoire camerounais, ne sont pas des capitaux camerounais. Ça, c'est d'un. Secondairement, on n'en a pas une dizaine, moins de 5 qui sont opérationnels sur le territoire camerounais. Dans la ville de Douala, on en a 2 et une qui est tortueuse, on ne va pas dire 3. Dans la ville de Yaoundé, il y en a une, donc ça fait 4 au Grand Max. Ce qui fait que 98%, tout au moins, des médicaments qui sont consommés sur le territoire camerounais viennent de l'extérieur. Qu'est-ce qui est mis en place? Nous formons des pharmaciens d'officine, ce que je vais appeler des vendeurs de médicaments, puisque c'est ce qu'ils sont formés pour faire. On forme des pharmaciens industriels.
c'est ceux-ci qui sont autorisés à produire, qui ont la compétence pour produire. Ben après, ils vont travailler dans quelle industrie? Il n'y en a pas. Du coup, ils vont partir. Qu'est-ce que l'État fait pour construire? L'État pourrait elle-même mettre en place une stratégie pour construire. Lorsqu'on observe le principe de fonctionnement de la CNPS aujourd'hui, qui acquiert des parts dans des sociétés, on pourrait capter ce modèle-là et construire par exemple des industries pour produire localement des médicaments, ce qui n'est pas fait. Donc, je pense que c'est... Et pourtant, la compétence existe puisque vous formez. Bien entendu, on a des facultés de médecine aujourd'hui dans rattachées auprès de plusieurs universités camerounaises. Mais qu'est-ce qui est mis en place pour que la compétence ici, on forme même des ingénieurs du génie chimique et pharmaceutique. Ils ont la compétence pour produire. Comment est-ce qu'on fait pour capitaliser cela? Après, ils se reconvertissent comme contrôleurs qualité dans les industries cosmétiques, certains dans les industries agroalimentaires et certains pharmaciens industriels finissent encore en officine, vendeurs de médicaments. Parce que derrière l'importation médicamenteuse, il y a de gros chiffres. Il est plus facile d'acheter et vendre Bayam Salam que de penser à prendre la matière première, acquérir l'infrastructure, la machinerie, transformer pour vendre. Laquelle est plus profitable sur le long terme? Acheter et vendre. Okay, super. À défaut, est-ce que la médecine africaine pourrait jouer les palliatifs? La médecine africaine, lui, elle pourrait jouer un grand rôle. Ben, comme il est connu, c'est un secteur qui a un gros problème sur le territoire camerounais, dans le sens où l'encadrement ne suit pas encore clairement. Bien qu'il y ait depuis l'an dernier des textes déjà en la matière, voilà, pour propulser, n'est-ce pas, les médicaments traditionnels améliorés et même encadrer les acteurs de ce secteur-là. Mais toutefois, l'encadrement du point de vue technique ou alors opérationnel sur le terrain n'y est pas encore. Il faut un grand assainissement sur cet angle-là et il faut amener les gens, n'est-ce pas, à comprendre que lorsqu'on manipule des produits qui doivent être consommés, il faudrait répondre à un certain nombre de préceptes. Et c'est vous, justement, qui êtes censé polir l'image de ces médecins d'Afrique, encore appelés médecins traditionnels. Et là, on parle de la certification système. S'ils se mettent ensemble, en coopérative, en corps, ils pourraient bien voir l'image qui leur est attribuée souvent de petits marabouts à une image de véritables soignants, de véritables traitants capables d'apporter la santé. Peut-être un peu mieux d'ailleurs que les produits pharmaceutiques conventionnels. Puisqu'en fait, là, on est dans le monde des produits naturels. Dans les produits naturels, je vais essayer de faire le parallèle avec la nourriture à la maison. On peut manger les choses propres. Comment fait-on pour faire... Il faut faire les recettes, il y a tout un ensemble d'organisations qu'il faut mettre, les définitions qu'ils doivent mettre, le comportement des gens, il faut mettre les masques et tout. Il y a beaucoup de choses comme cela qu'on doit faire. Il faut former des personnes pour pouvoir réaliser un certain nombre d'opérations. Sinon, à partir de là, ça cause des problèmes. Donc, après maintenant, ce qui se passe, c'est que chaque fois qu'on parle de qualité, on reste surtout sur la qualité du produit fini. Mais on ne parle pas trop de toute l'organisation qui a été mise en place pour réaliser ce produit. Donc, on veut par exemple des produits naturels. Il faut d'abord savoir, est-ce que la personne a la qualification nécessaire, quelle formation on lui a attribuée, est-ce que le matériel qu'il utilise est étalonné et fiable. Une parenthèse que j'ouvre très vite et je referme. On sait que la semaine dernière, il y a un enfant de moins de 2 ans, d'1 an, qui est décédé parce qu'on a piqué des... Double dose d'anesthésie. Voilà. Pourquoi il est mort? Incompétence? Non. Peut-être gestion de la maintenance, puisque c'est le scanner. C'est le scanner qui est en panne. Voilà. Est-ce qu'on a... Oui, puisqu'on ne pense pas à l'organisation, est-ce qu'on a fait la maintenance nécessaire pour que le scanner fonctionne? Vous voyez, donc quand on parle maintenant de système, de tout ça qu'on devrait voir. Celui qui va faire des produits naturels, il fait des dosages aujourd'hui, est-ce que la balance qu'il utilise est étalonnée? Comment s'assure-t-on que tout se passe très bien? Les produits naturels qui viennent du sol, est-ce qu'on s'est assuré qu'il n'y a pas les métaux lourds dedans? Vous voyez, il y a tout ça qu'il faut y voir pour dire si tout ça est respecté. Il prend son produit, va dans un laboratoire, on rassure que tous ces risques sont absents. Et là, on peut être
certifié. En fait, c'est l'entreprise qui est certifiée parce qu'elle a mis l'organisation nécessaire qui se passe. Et pour être certifié, il doit avoir des résultats d'analyse qui prouvent que tout ce qu'elle a fait est correct. Donc le problème qui se passe, c'est que quand on parle de certification, on oublie cette partie-là. De l'organisation, le fonctionnement, la gestion, la maintenance. On prend un hôpital. Est-ce qu'on fait souvent des tests sur son groupe électrogène? Parce que si par exemple le gars il est dans la salle d'opération, Enéo part, et que le groupe démarre avec 5 minutes de retard, est-ce que celui qui est là-dedans, il part pas avec? Vous voyez, c'est toute cette organisation-là qu'on a besoin de parler quand on parle des systèmes d'organisation. Le gars, il va travailler sur son laboratoire, il utilise des équipements. Ces équipements, est-ce que ces équipements ont été étalonnés? Est-ce qu'il y a un laboratoire, quelque chose qui étalonne? Si personne ne l'étalonne, le laboratoire va faire correctement son travail, les résultats peuvent être erronés par rapport à l'étalonnage, et ce sont ces résultats qu'il va donner au médecin. Le médecin prend, il vous faut une ordonnance, condamnation à mort. Incroyable. Donc vous allez rester simplement sur ça. Le système, c'est qu'est-ce qui est mis en place? Les étalonnages, est-ce que les choses sont bien étalonnées? Comment ça se présente? J'ai le frigidaire Enéo, pas Enéo. Est-ce que les produits, est-ce qu'ils perdent la température? Il y a tout ça, il y a beaucoup, c'est toute cette organisation qu'on parle, surtout quand on parle de système qualité. Voilà. Et souvent on ne pense pas à ça, on va penser juste peut-être à l'étiquette, des choses comme cela. Il faut rappeler que ceci sera développé plus en profondeur et même, je dirais, en longueur et en largeur lors d'une masterclass. C'est dans 48 heures, ce sera jeudi. Vous parlez de l'origine Cameroun certifiée, toujours dans la promotion du Made in Cameroun, mais cette fois-là, tous les enjeux, à la fois économiques, stratégiques et même, on va dire, un peu géopolitiques, qu'engage la migration vers cette origine Cameroun certifiée. Oui, c'est important d'aborder ça, puisqu'on a tout à l'heure, vous avez parlé vite fait de l'OMC, on parle des obstacles techniques au commerce, il y a beaucoup de choses qui sont dans ce sens-là. Donc, quand vous allez dans Origine Cameroun certifiée, vous entrez à fond dans le marché patriotique. Parce que la priorité, c'est d'abord les patriotes. L'OMC va vous dire, laissez entrer les produits, on ne les empêche pas d'entrer. Mais éduquez vos frères à consommer les produits de chez nous. Qu'ils aient le droit de préemption. Ok, ça c'est dit. Et d'ailleurs, notre cher Cal sera du panel pour cette masterclass pour éduquer tout le monde. On a parlé de population, tout azimut, de politique, d'enseignants, d'élèves, bref, cette éducation qui permettra de toucher les masses et procéder à cette véritable révolution. Merci messieurs, à tous les quatre d'avoir animé ce programme qui s'est voulu une fois encore très instructif. J'ai retrouvé avec beaucoup de plaisir ce cher journaliste qu'on nous a cité dans nos grandes écoles, monsieur Serge Gauthier Onanina, qui a été plus journaliste ce soir que politique. Ça fait plaisir. Merci en tout cas. Je rappelle tout de même que vous parliez au nom de l'Union des mouvements socialistes. Merci. Merci à vous, cher Jacques Ndébi. Je rappelle que vous êtes chef d'entreprise, vous êtes à la tête de AB Certification Afrique subsaharienne. Vous êtes également un expert des normes et qualités. Vous êtes l'un des Prométhées qui allait voler le soleil de l'autre côté pour nous en apporter un bout ici en Afrique. Merci, c'est gentil. Merci à vous que je retrouve avec beaucoup de plaisir sur des plateaux où vous avez eu votre pause. Elle vous a fait du bien, je peux le voir. Continuez à nous éduquer, enseignants, formateurs, experts QHSE et très imprégné des questions de panafricanisme. D'ailleurs, vous y consacrez vos écrits. Les derniers, on attend toujours qu'ils soient publiés. Ils reviendront au plus tôt, avant la fin de l'année. Merci d'avoir pensé à nous pour cette thématique. C'est avec plaisir qu'on y répondra toujours. Et comme d'habitude, Pierre a prêché la bonne parole, celle de l'espoir d'un Cameroun débarrassé de ses contraintes occidentales avec tous les mots qui l'empêchent encore une fois de vivre son plein épanouissement. Ce fut un plaisir de vous avoir, Pierre Claver-Kodo. Également, ce fut également un plaisir pour moi de partager ce plateau avec toutes ces éminences, mais je voudrais insister sur l'urgence
de gagner, ou alors de construire une souveraineté sur tous les plans, une souveraineté alimentaire, une souveraineté énergétique, une souveraineté même sur le plan de l'éducation, parce que tant que nous n'en sommes pas là, nous serons toujours confrontés à ce type de problème. Et il faut donc que l'État prenne ses responsabilités pour pouvoir justement mettre en musique tout ce potentiel qui nous permettra justement de ne plus importer 98% des médicaments, alors qu'on peut réduire en encourageant la transformation, la fabrication locale des médicaments et d'arrêter aussi d'importer des produits de première nécessité comme le riz, simplement en accompagnant les agriculteurs, les petits producteurs, mais en mettant en place des cadres institutionnels pour les accompagner afin qu'ils produisent davantage et surtout en qualité. Voilà qui est dit, et peut-être pour faire un clin d'œil à mon cher aîné et peut-être précepteur Serge Gauthier Onanina, on sortira par cette citation, cette pensée de Karl Marx qui, parlant de l'homme, dit que ce n'est pas sa conscience qui définit son existence, mais plutôt son existence sociale qui définit la conscience. On espère qu'aux affaires, une fois arrivé, si Dieu le veut, ça ne changera pas. Allez, c'était le mardi économie sur Tout au clair. On se retrouve demain pour la dernière production de votre programme. Bonsoir.